Donc, notre grand témoin du jour, je crois que c'est presque inutile de le présenter, mais je vais quand même vous le présenter, parce que, en dehors de l'amitié ancienne, là encore, je crois qu'il faut toujours rappeler que Jean-François, c'est d'abord un homme de terrain et un homme d'action. Aujourd'hui, il va s'exprimer en tant que président du CCNE, mais Jean-François, c'est la grande aventure de l'ANRS, c'est la grande aventure du SIDA, et je crois que pour beaucoup, si ce n'est pour toute la recherche, toute l'éthique biomédicale, les réflexions à partir de l'intervention, de l'irruption des malades dans le champ de la discussion biomédicale et de la pratique biomédicale, le sida a été vraiment une révolution, malheureusement une révolution en termes d'émergence de maladies, mais aussi une révolution dans les pratiques de l'éthique biomédicale et les pratiques médicales, avec les consultations de nuit, avec l'entrée des associations de patients de façon radicale dans l'hôpital. Et il y a eu cette immense expérience de Jean-François. Jean-François, c'est aussi l'homme d'action qui a coordonné l'effort français pour des grandes épidémies comme Ebola et peut-être Reacting après. Et donc, c'est de l'action il y a toujours eu action et réflexion éthique dans la démarche de Jean-François. C'est ce qu'il incarne aujourd'hui au niveau du CCNE. Et c'est un grand honneur et un grand plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui. Merci. Merci pour ces mots très, très chaleureux, trop d'ailleurs. Hein. Bon. Moi, si j'avais à me résumer, je le dis de temps en temps, je suis fondamentalement un médecin. Puis après, à qui est arrivé des aventures, on m'a confié des responsabilités de direction. Et puis donc la dernière, c'est la présidence du CCNE. Mais fondamentalement, c'est ce qui a guidé ma vie. Je suis un médecin. Alors, je voudrais vous faire un exposé avec deux parties. La première, j'en profite, où on en est avec le CCNE en 2017. Parce que, à la fois, vous le connaissez, puis vous ne savez peut-être pas trop ce qu'on fait. Et je voudrais rapidement vous résumer, je vous rassure, rapidement. Et puis, deuxièmement, évidemment, aborder le problème que les questions qui se posent autour, telles que je les ai rassemblées, en tout cas, autour de médecine connectée. Alors, le CCNE en 2017, c'est une année un peu de transition, non pas tant parce qu'il y a eu un changement de président, mais surtout parce qu'on est en transition par rapport à la révision de la loi bioéthique qui, vous le savez, surviendra normalement au cours de l'année 2018. Donc, il faut qu'on se prépare dans cette fin d'année 2017 à déjà ce que sera 2018. Alors, le CCNE, comment ça marche ? C'est un groupe de 39 membres, plus MAPOM, qui se réunit tous les mois. Vous imaginez que gérer 39 personnes, toutes les unes plus brillantes que les autres, c'est pas toujours facile, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt. Et en fait, le job véritable se fait dans les groupes de travail, qui sont donc sur certaines thématiques, qui sont soit des saisines des ministères ou des institutions de recherche, soit des autosaisines, et c'est ce qui fait, je pense, en fait, l'importance et l'autonomie du CCNE, c'est qu'il peut s'autosaisir d'un certain nombre de grands sujets. Et en gros, on a deux grandes directions. Il y a une direction qui ressemble plus à ce que fait le comité d'éthique de l'INSERM, c'est comment l'innovation technologique, comment les avancées scientifiques majeures peuvent-elles modifier, poser un certain nombre de questions éthiques, avec une vision d'un groupe qui est composé non pas seulement de chercheurs et de médecins, mais également de philosophes et de juristes, et ça m'apparaît important. Et donc on a des thématiques autour de neurosciences, d'ingénierie génomique, de big data, de biodiversité et santé, et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Et puis il y a un deuxième grand champ, entre guillemets, qui est plutôt autour de santé et société, donc on n'est pas dans le dur, mais plutôt dans comment la société évolue et comment finalement les innovations vont être mises en place autour de ça. Et on a par exemple le groupe PMA qui doit rendre, le CCNE doit rendre son avis sur la PMA d'ici avant l'été, je l'ai dit, donc vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il nous reste pas beaucoup de temps. On a un groupe sur l'accessibilité aux nouveaux médicaments. Est-ce que c'est autour du coût des médicaments, l'innovation, quel problème ça pose, pas de façon globale, mais sur certaines questions éthiques. Il y a un groupe santé et migrants, et il y a un groupe
finalement une nouvelle vision autour du vieillissement. Est-ce que la réponse institutionnelle française, qui est très institutionnelle, qui est très maison, très médicalisée, est-elle la seule réponse à donner à ce phénomène du vieillissement? Donc voilà, sur 2017, on devrait rendre 4 avis. On a rendu biodiversité et santé, on devrait avoir PMA donc avant l'été, et ensuite probablement sur vieillissement et j'espère migrants avant la fin de l'année, puisque ce sont des sujets vraiment d'actualité. Et je pense qu'on va ouvrir de nouveaux champs autour des organes artificiels en 3D, 4D, de l'intelligence artificielle, et puis probablement aussi sur quelque chose dont on va reparler tout à l'heure, mais qui est très transversal, c'est la notion du consentement, qui est en train d'être profondément modifiée actuellement à tout niveau, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, la loi de bioéthique 2018, elle devrait normalement s'inscrire donc en 2018. Je ne pense pas qu'il y ait de... Voilà, ça fait l'unanimité, je crois, pour qu'elle se fasse, y compris avec nos nouveaux dirigeants. Et le CCNE a dans la loi le rôle de débuter et d'initier le débat public sur le sujet. Et donc, voilà, le top départ pour moi de la réflexion sur cette révision de la loi bioéthique, c'est le 1er juillet 2017, pour être prêt pour l'été ou l'automne 2018. Mais vous savez tous que ce n'est pas parce qu'ensuite il y a des propositions, la loi elle-même, c'est une longue affaire avec le Conseil d'État, la loi, bon, et on fera ça sur 2018-2019. Alors, moi j'ai un maître mot pour qu'on construise cette loi de bioéthique avec tous, et beaucoup d'entre vous dans la salle, c'est le mot participation. Il faut que ça soit construit ensemble pour mieux construire. Et avec ça, il y a deux visions. Tout ça est à construire. On va monter un groupe de travail au niveau du CCNE. Donc je suis en train de vous livrer vraiment mes premières pensées. On va en discuter au CCNE lui-même dans les jours qui viennent. Avec premièrement une concertation avec les différents espaces éthiques de type INSERM, IRD, CNRS, Pasteur, avec des casquettes diverses et variées, pour essayer d'arriver à construire ensemble quelques grandes questions scientifiques qui paraissent dominantes, pour ensuite mieux valoriser ça et discuter ça au niveau citoyen, et en s'appuyant probablement sur les espaces éthiques régionaux, et en confiant à des espaces éthiques régionaux le soin d'animer autour de un ou deux thèmes, un thème probablement, et puis on prendrait 2-3 thèmes généraux, ce qui n'empêcherait pas, ce qui permettrait d'avoir une vision des régions, avec un modèle qui reste ensuite à construire avec eux, et puis qui permettrait aussi de mieux avoir une vision plus nationale après, puisqu'on montera forcément une consultation citoyenne, et je souhaiterais la monter, bien sûr, en région parisienne, et probablement sortir de Paris intramuros pour essayer de la monter, par exemple, une consultation sur le 9-3, symboliquement, pour qu'il y ait une vraie vision citoyenne, indépendamment de l'expertise, qu'on ait un retour autour de ça. Donc voilà, c'est en gros, on aura aussi, je pense, une série de débats et d'espaces de parole étudiants, parce qu'il faut que la réflexion éthique parte aussi des jeunes, et donc je pense qu'on va le construire avec aussi cette vision-là qui existe déjà. Et c'est l'amalgame de tout ça qui devrait nous amener à être force de proposition un peu conjointe pour le printemps 2018, et ensuite on rentrerait dans la construction. Donc voilà, en gros, le CCNE n'a pas pour objet, et moi en particulier, de coordonner tout ça. C'est vraiment avec une vision de participation, et voilà, on est un plus petit dénominateur commun pour que tous ces groupes qui se connaissent, mais qui ne se voient pas si souvent que ça, eh bien, puissent construire et être force de proposition ensemble, et je pense que c'est le moment de le faire. Bon, dernier point sur le CCNE, et après je passerai au vrai thème. L'international, ça m'apparaît très important, on le voit bien, il y a des différences, vous le savez aussi bien que moi, de vision éthique sur certains vraiment gros sujets, en particulier sociétaux, mais aussi des innovations technologiques, on le voit bien sur les nouvelles techniques de CRISPR-Cas9 avec des visions qui sont quand même un peu différentes et qui peuvent aller loin. Donc, il y a une réunion avec l'Europe, avec les Anglais et les Allemands qui est programmée pour fin juin. On va monter probablement la réflexion sur l'intelligence artificielle avec les Canadiens, qui sont très demandeurs d'un montage ensemble. Et puis, bien sûr, pour ceux qui me connaissent,
Voilà, je vais profiter du carnet d'adresses un peu du Sud, et je vous dirai un mot tout à l'heure sur le Sud, avec les différents ministres de la Santé, pour porter sur l'espace francophone, de nouveau, peut-être encore plus fort qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, ces aspects de réflexion éthique, parce que voilà, la langue est importante, le mot est important, et donc on manie mieux évidemment dans son espace de francophonie qu'on ne le fait sur le milieu anglo-saxon. Donc voilà en gros les grandes pistes que je voulais vous indiquer, et donc j'ai terminé avec mon premier aspect sur, alors je vais être un peu provocateur, le CCNE pour les nuls, voilà. Alors, quelques réflexions sur la médecine, ou plutôt le monde connecté. Bon, ce monde connecté, cette médecine connectée s'inscrit dans une vision plus large qui est la médecine du futur, qui a fait l'objet de plusieurs rapports, dont le rapport récent d'André Sirota, et où on distingue finalement trois grands thèmes. Il y en a d'autres, mais il y a tous les nouveaux aspects de la génomique, les grandes banques de données, et puis la médecine connectée. Ce qui est frappant aussi, c'est l'évolution extrêmement rapide de tout ça. Hein, ça évolue extrêmement rapidement. Et puis qu'on a des nouveaux acteurs qui ne sont absolument pas du domaine biomédical, mais qui sont les grands acteurs du domaine de l'information, des géants du net, qui soient américains, qui soient maintenant, on le sait aussi, coréens ou chinois. Et donc avec un nouveau monde qui est en train d'apparaître, qui pose et qui va poser, je m'arrêterai à la fin, sur le problème de gouvernance. Est-ce qu'on peut espérer quoi que ce soit d'ailleurs de gouverner un monde aussi international, alors même, et d'avoir une réflexion éthique là-dessus, alors même que l'Organisation mondiale de la santé a un peu baissé les bras au cours des dernières années sur cette affaire de gouvernance de ce monde connecté. Alors, cette médecine du futur nous est présentée en ce moment comme un idéal à atteindre. Et moi, je mets quand même un point d'interrogation sur cet idéal à atteindre. Et on verra pourquoi je mets ce point d'interrogation. Alors, les arguments pour ça, c'est que c'est une approche qui est très multidisciplinaire et qui quitte une pathologie donnée pour aller vers une vision de connexion des systèmes de santé, des informations à la fois médicales, non médicales, environnementales, et qui font que, voilà, il y a une série de données qui peuvent arriver. Il y a également la notion que le malade est au centre de tout ça. Il est mieux informé et il est connecté, donc il est un peu acteur dans l'information qu'il peut amener. Il y a un troisième point qui est l'analyse des données à grande échelle, qui fait l'objet de multiples réflexions et sur lesquelles je passerai rapidement, mais où on passe clairement pour un médecin d'un phénomène très artisanal, très de haute couture, à quelque chose où il faut avoir des compétences qui dépassent très largement celui de médecin. Donc c'est le problème de tous les nouveaux métiers, des équipes et des équipes d'informaticiens associés à ces nouvelles plateformes médicales. Et puis, enfin, il y a, si on rentre sur les dispositifs connectés, ça permet d'avoir une médecine en temps réel avec de l'information. Ça permet d'avoir finalement un patient qui gère, qui pourrait gérer idéalement les informations qu'il souhaite donner ou pas donner. Hein, ça marche assez bien dans le contexte de maladies chroniques, et vous avez tous vu, pour vous qui êtes plutôt du milieu médical, que dans les très grandes revues maintenant, il y a cette introduction de maladies chroniques, de chronic disease, qui est une entité nouvelle, indépendamment de pathologie, mais parce qu'on se dit que finalement la finalité est exactement la même, et en termes de prise en charge et en termes de médecine connectée, c'est vraiment le modèle tout à fait idéal. Et puis ça fait intervenir éventuellement le rôle, indépendamment du patient lui-même, des proches du patient qui pourraient rajouter une série d'informations sur le comportement avec tous les problèmes que évidemment, ça soulève. Alors, le nouveau rôle, ça implique un nouveau rôle du médecin qui doit être connecté lui-même, mais les médecins sont plutôt très appétents pour ça. Hein. La nouvelle génération est totalement appétente là-dessus, donc j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'elle se moule là-dedans, mais qui prend un rôle de coordination de suivi et non plus seulement un rôle de professionnel technique
sur tel ou tel type de pathologie. Hein. Et où donc c'est vraiment une plateforme de réponse qui doit être... on quitte dans une certaine mesure la notion, et ce qui me fait un tout petit peu peur à vrai dire, la notion de relation personnelle de médecin-malade. Hein. C'est peut-être au prix d'une meilleure efficacité, mais me semble-t-il, mais parce que j'ai un certain âge, avec un possible au détriment d'une relation, moi, qui a fait mon métier. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas dans les données informatiques, et il se passe quelque chose entre un professionnel de santé et le patient qui est en face, comme ça nous arrive tous dans la vie. Alors, c'est décrit cette médecine comme la médecine à la fois de prévention, une médecine de prédictive, une médecine personnalisée, une médecine participative. Hein, c'est la médecine 4P. Moi, sur le modèle participatif, dans cette médecine nouvelle, j'ai une sorte d'impression qu'on nous vend, qu'on essaie de nous vendre le participatif. Voilà, parce qu'il y a tellement de pression pour faire le reste qu'il faut, parce qu'on rajoute ça, parce que ça fait bien dans le décor, entre guillemets, je pousse un peu le bouchon, hein, mais qu'il y a le mot participatif et qu'une fois de plus, le malade est au cœur du débat. Bon, je reviendrai un peu sur quelques critiques autour de ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a de nouvelles relations entre les patients, les malades et les chercheurs, et d'où la notion de très grande plateforme que j'évoquais. Alors, sur le maître mot de tout ça, c'est finalement la coordination, hein, coordination entre les différents acteurs, mais coordonner pour faire quoi? Pour avoir une meilleure prise en charge individuelle au niveau du patient, pour avoir finalement une médecine qui est plus rentable, parce que clairement c'est quand même dans le débat, hein, et qui est peut-être plus faisable, ou c'est coordonner mieux aussi, peut-être pour mieux faire avancer les connaissances, parce que dans cette médecine connectée, dans l'ensemble de ce qu'on a donné, c'est une opportunité fantastique pour réintroduire, encore plus qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, des questions de recherche translationnelle, les grandes cohortes, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, voilà, il peut y avoir plusieurs finalités. Le patient lui-même, meilleure prise en charge, parce que plus immédiate, plus souple, plus adaptée. La recherche, parce qu'il faut l'introduire. Et puis, il y a quand même le problème du coût de la santé derrière. Ce n'est pas par hasard si vous avez une série de très très grandes compagnies qui ont, et j'y reviendrai, qui ont changé et qui changent le débat en passant finalement de ce que savait faire la Big Pharma sur la production de médicaments à maintenant sur ce nouveau métier qui va être autour des médecines connectées. Bon, l'autre mot-clé, évidemment, c'est l'innovation technologique avec ses plateformes et la notion de nouvel hôpital. Alors, quelle réflexion autour de ça? Quelques remarques. Premièrement, on parle de révolution à partir de cette médecine connectée. Eh bien, au risque de vous décevoir, moi, je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'une révolution. Ou plus exactement, la médecine, même moi, telle que je viens de la vivre sur 30 ans ou sur 40 ans de ma vie professionnelle, elle a déjà subi plusieurs révolutions. Hein. On est passé du cardiologue au stéthoscope à une imagerie extrêmement fine. Le neurologue est passé de l'examen clinique brillant à une imagerie extrêmement fine. C'est-à-dire que, voilà, c'est normal, ça évolue. C'est une vraie révolution probablement parce que c'est au niveau international. Mais je veux dire, les soignants, les patients ont déjà vécu des révolutions technologiques majeures, hein, et qu'ils ont été capables d'assimiler de façon plus ou moins complète, plus ou moins partagée. Et donc, voilà, on peut, par certains côtés, parler d'une révolution, parce qu'il y a une interconnexion extrêmement forte, et on le voit bien dans la vie courante, indépendamment même des problèmes médicaux, de la vie de chacun des citoyens. Mais pour moi, c'est aussi une étape nouvelle dans l'évolution des connaissances et du fait qu'il y a un renouvellement des connaissances dans les domaines de santé qui maintenant s'est encore raccourci, qui est de l'ordre de 5 ans. Et bien voilà, on a tous assumé plus ou moins bien ça, mais on l'a fait. Donc révolution, ok, mais il y a déjà eu des révolutions de ce type, et à mon avis, il y en aura d'autres. Bon. Il y en aura d'autres à cause de l'innovation. Hein. Si finalement le problème des cellules souches marche, en termes thérapeutiques, voilà, ça aussi, ça va changer complètement la donne. Alors, cette médecine connectée, elle a une place
indiscutable dans cette notion de maladie chronique telle que j'en ai déjà dit quelques mots. C'est ce nouveau concept de maladie chronique qui n'est pas lié à une pathologie X ou Y et qui fait que finalement la réponse elle est assez similaire sur la prise en charge d'un diabète au long cours, d'une hypertension, voire même d'un patient VIH positif ou d'un patient avec une neuropathie dégénérative. Bon. Donc c'est finalement l'enjeu derrière de tout ça, c'est reconstruire complètement la notion de parcours de soins et passer d'une notion de pathologie à finalement plus la construction d'un parcours de soins. Donc ça, je dirais que vraiment, sur cette notion de maladie chronique, au nord ou au sud, on le reverra, là, tout ce dont on vient de discuter, en particulier la médecine connectée, elle a une place massive. Je vous recommande de lire, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, un papier du New England, je crois, de novembre, qui était sur maladie chronique et où la révolution et où va-t-on, et qui met bien les enjeux de ce que c'est. Ça veut dire que pour la formation des médecins, c'est complètement autre chose aussi. C'est une vision qui est complètement différente. Alors, mon troisième point, c'est que pour avoir une médecine connectée, il faut avoir de la connexion. Pour fournir de l'information, il faut être connecté. Et ça vous paraît évident dans cette salle, vous êtes tous connectés à 99,9%. Il y a des gens qui ne sont pas connectés, y compris en France. Il y a des populations défavorisées qui ne sont pas connectées. Il y a des migrants qui ne sont pas connectés. Il y a des personnes âgées qui ne sont pas connectées. Alors on peut trouver des mécanismes de connexion. C'est probablement, je suis pas trop inquiet là-dessus. Néanmoins quand même, attention que cette médecine brillante qui nous est présentée ne crée pas l'ultime fossé vis-à-vis des populations clés et des populations les plus défavorisées. Alors c'est vrai que mon bruit de fond, qui s'est occupé beaucoup du VIH, de tous ces aspects-là, est particulièrement sensible à ce problème. Néanmoins, il faut bien que quelqu'un le dise, et que ce soit un médecin qui le dise, ça me paraît important. Attention qu'on ne soit pas uniquement dans une médecine de grands centres universitaires qui sont absolument nécessaires, hein, je suis le premier à le dire, mais qu'on ne passe pas à côté d'une population défavorisée. Et c'est d'autant plus important que dans un certain nombre de pathologies, ces populations clés sont des populations clés aussi pour la poursuite même de ce que peut être l'épidémie. Les migrants qui ne parlent pas français, issus de l'Europe de l'Est et qui sont avec des tuberculoses multirésistantes, moi, je veux bien qu'on parle de médecine connectée, mais enfin, il n'y a pas que la médecine connectée qui va résoudre le problème. Hein. Donc, et ils vont être en dehors de ça. Donc, attention par rapport à ces populations. Quatrième point, patient connecté, maître de son destin. Hein, on nous vend ça, c'est clair. Hein. Il est connecté, il est maître de son destin. Ce qui pose quand même le problème de qu'est-ce qu'il donne comme type d'information en étant connecté. Comment on lui demande son consentement? Ça revisite complètement la notion même du consentement. Enfin, moi, je pense que c'est un des problèmes majeurs actuels qui se posent, y compris dans les très grandes cohortes. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ces connexions? Qu'est-ce qu'on fait avec les datas? L'information, elle appartient à qui? Elle appartient au patient, il y a un retour vers lui, mais la somme des connexions, la somme des informations qui est traitée en big data par Google, elle appartient à qui? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en sortent? Qu'est-ce qu'on peut sortir comme type de valorisation? Donc ça oppose évidemment l'aspect complètement individuel par rapport à un aspect plus global. Et c'est donc, on est là dans des enjeux qui sont des enjeux de gouvernance, des enjeux mondiaux, et sur lesquels, clairement, on n'a pas de réponse. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse en avoir une. Je ne suis pas sûr que la machine, elle est tellement en route par ces énormes sociétés alors on peut toujours se dire, mais si, il faut que le comité d'éthique, machin truc, XY, prenne position. Oui, bien sûr, il faut le faire. Et si on est plusieurs à le faire, il faut qu'on monte à l'OMS pour ça. Et c'est probablement des enjeux. Vous avez aussi, l'UNESCO est là aussi pour aborder ce type de questions au niveau international. Mais il y a tellement de retard. Enfin, c'est le moment, en tout cas, de se bouger tous, parce que sinon, on a un système de gouvernance qui va nous échapper. Alors, sur l'autre point, c'est que
moi, je ne souhaiterais pas que, à partir de cette notion de patient connecté et je dirais patient maître de son destin, on démolisse en très peu de temps, parce qu'on peut le démolir en très peu de temps, tout un effort très long, très très long, qui a été mis à mettre en place sur les nouvelles relations soignant-soigné. Tu avais la gentillesse de le rappeler sur ce qui a été monté autour du VIH, sur le malade au cœur du débat, et c'est une maladie qui appartient aux patients et qui n'appartient pas aux médecins. Hein. Il nous a fallu X années pour le mettre en place. On l'a fait parce qu'on était au début dans une méconnaissance et où la médecine était relativement impuissante. Puis ensuite, on l'a fait parce qu'on y a cru et parce qu'on a porté ce message-là. Ce message est maintenant bien passé en oncologie, dans le cancer. Il est en train de passer dans les maladies métaboliques, dans le diabète. Il va passer dans les maladies neurodégénératives, j'en suis sûr. Et alors même qu'on a mis du temps, parce que c'est pas évident, hein, de construire cette nouvelle relation avec le patient, avec les vieux moyens, dans le vieux monde, hein, pas celui dont je suis en train de parler, hein, mais qu'on a mis quand même pas mal de temps pour construire le patient au cœur du débat, eh bien, on peut en disant, bon voilà, il y a les nouvelles technologies, et puis s'il est porteur de son information, et c'est lui qui va gérer cette relation, on peut démolir beaucoup de choses, hein, et en particulier quitter ce dont on a beaucoup lutté. Alors, je sais qu'il faut savoir tourner les pages, hein, et on est là pour tourner les pages. Hein, et puis, un temps donné, un temps d'histoire ou de la relation entre médecin et patient a été cette période. Et puis, il y a un autre temps qui est en train de s'ouvrir. Je voudrais être bien sûr que la place du patient connecté et que le patient lui-même, ce n'est pas seulement un effet de mot ou un effet de manche, mais qu'on a bien réfléchi à ce nouveau positionnement, hein, et en particulier pour les populations fragiles, comme je l'ai donné. Alors, l'autre point, en particulier pour la recherche, je crois que c'est vraiment très important, sur ces nouveaux outils de connexion, c'est la fiabilité des informations qui sont données par la connexion. Alors, vous allez dire de quoi il parle. Si on est avec des données biologiques, si c'est une surveillance de la glycémie chez le diabétique, bon, il n'y a pas trop d'état d'âme. Si on est dans des choses qui sont plutôt des informations de type comportemental, ou de l'adhésion au traitement, une série environnementale, comment on mesure la fiabilité des données qui vont constituer la base de données. Alors, certains répondent que ça n'a pas d'importance. Que ça n'a pas d'importance parce qu'il va y avoir des erreurs, mais dans un sens ou dans un autre, et que la masse très globale des données qui va être gérée permettra finalement de trouver un équilibre. Et puis, de toute façon, que c'est la vie en vrai, que si, bon. Alors, c'est vrai, c'est peut-être vrai. On peut aussi, et je suis là pour poser évidemment et interpeller certaines questions, on peut aussi construire une usine à gaz de bases de données fantastiques sur le papier et qui ne correspond absolument pas à ce qui se passe sur le terrain. Et je maintiens que c'est quand même, y compris à ce temps de médecine connectée, eh bien, on va peut-être revenir dans la relation médecin-patient à l'importance majeure de l'examen clinique, par exemple, hein, parce que tout le reste sera connecté, mais palper une rate ou pas palper une rate, il faut le savoir. Poser la bonne question au patient sur tel aspect, il faudra toujours le faire. Donc je dis attention, le rêve, entre guillemets, d'avoir des connexions automatiques sur l'ensemble des données, sur l'ensemble des laboratoires, etc. Oui, sur tout ce qui est labo, pas de souci. Sur tout ce qui est mesure biologique, pas de souci. Sur tout ce qui est mesure autour des comportements, autour de l'environnement, je dis point d'interrogation, plus exactement, je demande à voir pour ne pas construire l'usine à gaz. Alors en fait, l'enjeu maximum pour cette médecine connectée m'apparaît être ce qui va se passer dans les pays du Sud.
Je crois vraiment que c'est l'enjeu maximum. Alors, je suis biaisé. Je suis biaisé parce que je n'ai pas de lien d'intérêt avec les pays du Sud, encore que. Mais on a beaucoup travaillé, certains sont dans la salle, au niveau de la NRS et au niveau de l'ITMO, maladies infectieuses, sur comment établir un nouveau cadre de recherche avec nos partenaires du Sud. Donc, une série de choses qui ont pu être montées, et comment arrive la médecine connectée dans ce type, et est-ce que ça va faire avancer les choses. Bon, la situation, vous la connaissez, il y a quand même maintenant, dans certains domaines en tout cas, le VIH en est un, mais il y en a d'autres maintenant dans des maladies non transmissibles, où on a des grands réseaux de recherche qui sont en train de se monter. C'est un vrai partenariat, c'est les constructions nord-sud, sud-nord, et ça dépasse une fois de plus le domaine des maladies infectieuses, même si elles sont dominantes pour l'instant. Vous savez tous également l'explosion du portable en Afrique, qui a complètement court-circuité finalement ce qui était les parties fixes. Et donc il y a une appétence, alors là c'est du vécu, une appétence des jeunes médecins africains pour tout ça, mais qui est encore plus grande que l'appétence, et pas seulement des médecins, mais des soignants, qui est encore plus grande que celle que je perçois en France ou dans les pays du Nord, qui est quelque chose d'assez naturel, une fois de plus. Pour les gens du Nord, il me semble quand même une série d'étapes qui ont conduit à ça. Alors qu'eux, ils débouchent là-dedans. Hein, ça arrive, ils ont un outil pour ça, le portable, et puis ils ont court-circuité les téléphones fixes, ils peuvent court-circuiter, si les politiques le laissent faire, eh bien, une série de gros équipements hospitaliers de type CHU. Vous savez que tout pays, évidemment, du Sud rêve d'avoir ces CHU de modèle, mais où on sait tous qu'il en faut probablement quelques-uns, bien sûr, hein, il n'y a pas de raison, mais où on sait tous que c'est finalement plutôt un réseau de prise en charge et de prévention qui est le plus nécessaire. Et avec cet aspect de médecine connectée, il y a une opportunité fantastique, et en particulier, je le pense pour l'Afrique francophone, eh bien, d'être au rendez-vous d'une nouvelle médecine. Alors, il y a déjà quelques exemples qui existent, hein, déjà en particulier en recherche translationnelle. Il y a des données dans HIV, menées d'ailleurs aussi avec certaines grandes ONG. Il y a des données dans le suivi des essais vaccinaux, par exemple l'essai vaccinal qui est mené par l'INSERM en collaboration avec le NIH. Il y a tout un suivi, pas des patients, mais des personnes vaccinées sur l'essai Ebola qui a lieu en Guinée et qui est suivi à partir de cette médecine connectée. Donc il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Et sur le diabète, par exemple, il y a également sur le métabolisme, qui est un des points importants, il y a une série de suivis, de cohortes de suivi qui sont en train de se monter de ce type. Donc on a finalement une opportunité, s'ils s'en emparent, c'est pas nous on peut que les aider à une réflexion, les faire participer à une réflexion, mais d'avoir une vision, de rompre la notion finalement de maladie avec une discipline et de s'occuper de tel ou tel type de pathologie pour passer à cette étape de médecine connectée avec tout ce qu'on a évoqué. Par contre, ça pose le problème, alors majeur à mes yeux, encore plus que ce que j'évoquais jusqu'à maintenant, à qui appartiennent les données. Et là, vous savez que c'est un vrai souci que je n'ai pas résolu d'ailleurs quand j'étais à la tête de la NRS, c'est, même en y faisant attention, c'est que quand on fait de la recherche avec les pays du Sud et avec nos partenaires du Sud, finalement, à qui appartiennent vraiment les données, même si on les partage en termes de scientifiques, mais s'il sort de là, finalement, des brevets ou une série de connexions, vous imaginez si c'est Google qui gère ça sur un à qui, finalement, et comment le Sud peut se retrouver pour bénéficier et avoir un retour sur investissement, entre guillemets, d'avoir participé à une telle aventure. Alors, l'autre point sur le Sud, qui m'apparaît essentiel et qui est déjà en train et qui va se mettre en place, c'est les réseaux d'alerte et de surveillance. Alors là, on n'est plus dans le domaine du curatif et de la maladie chronique, mais c'est finalement construire les réseaux sentinelles, les réseaux de santé publique, avec un modèle radicalement différent de ce qui a été construit en France par l'INVS, puis maintenant Santé publique France, mais où c'est finalement la personne citoyenne qui porte
le signal d'alerte de tel ou tel type de pathologie, avec toute la difficulté là aussi de faire le tri, hein, et qui s'appuie sur les aspects de portable. Et on a, à la suite d'Ebola, que tu évoquais tout à l'heure, on a essayé de répondre à cette crise d'Ebola, mais on a essayé aussi de penser au post-Ebola, qu'est-ce qu'on allait laisser construire. Et on a, entre autres, indépendamment des aspects de recherche qui sont dans le moyen terme, souhaité construire un réseau francophone autour de surveillance et d'alerte, qui est d'ailleurs piloté par François Dabis, le nouveau directeur de l'ANRS, et qui s'est construit justement avec un modèle de ce type, et qu'il est en train de construire avec des financements de l'AFD et de la Commission européenne sur ce type de réseau. Et vous voyez bien que voilà, c'est du préliminaire. Ça veut dire que la notion de pays saute aussi, hein, c'est-à-dire que c'est un réseau. On est là, on revient bien au niveau citoyen, donc c'est plutôt positif par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, où il fallait faire attention par rapport aux citoyens. On est là dans des populations défavorisées, donc c'est un enjeu qui montre que ça pourrait marcher à très large échelle. Et puis, on est là dans quelque chose de faisabilité qui permettrait d'avoir une vision un peu nouvelle autour de ça. Alors, en conclusion, je pense que je dois être à peu près dans les temps. La médecine connectée, ou plutôt, à mes yeux, vous l'avez compris, c'est le patient connecté, hein, qui m'intéresse. C'est une opportunité fantastique, pour la recherche. Bon, je pense. Vraiment, c'est une opportunité. Il ne faut pas louper ça. Il faut quelle que soit la difficulté de mettre en place les grandes bases de données, etc. Il faut, voilà. La France est partie un peu en retard. Elle est en train de regagner du terrain à tout niveau. Et il faut poursuivre ça. Et je dis ça devant le directeur général de l'INSERM. Pour qu'on poursuive cet effort vraiment autour de ça, des grandes cohortes et de la relation avec la médecine connectée. C'est une opportunité fantastique, je pense, pour avoir une nouvelle organisation des soins. On quitte la pathologie X ou Y et on va vers la notion de pathologie chronique et donc vers un nouveau modèle avec les plateformes, etc. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle relation médecin-malade ? Est-ce que ça change la nouvelle relation médecin-malade ? Moi, j'en suis pas sûr. Et je pense en tout cas, mais bon, c'est mon côté un peu vieux jeu, qu'il restera une relation personnelle, il faut qu'elle reste une relation personnelle, d'homme à homme, ou de femme à femme, ou de femme à homme, comme vous voulez, mais qui est une relation individuelle, qui, je veux dire, dans la médecine, il y a cette balance très délicate entre vraiment continuer à être artisanal et faire de la haute couture, et puis être dans un monde qui a complètement changé de dimension. Je crois quand même, parce que j'aurais plusieurs exemples très précis à donner, que le côté de la relation personnelle est un élément totalement essentiel, à la fois pour le diagnostic et le suivi, qu'il ne faut pas casser. Ce d'autant, je le rappelle, qu'on a mis beaucoup de temps, et avec un succès qui n'est quand même pas complet, à mettre le patient au cœur du débat en ce moment, c'est-à-dire c'est sa maladie, et nous sommes là pour l'accompagner, et c'est sa maladie. Il ne faut pas que tout d'un coup on déconnecte tout ça. Alors, le patient, maître de son destin, c'est un peu la même question. Moi je dis avoir et attention en particulier pour certaines populations en précarité. Le patient porteur d'informations, sûrement, mais avec une question, c'est fiabilité de cette information. Une fois de plus, il y a des équipes qui disent ça n'a aucune importance. Les informations sont plus ou moins fiables, mais dans un truc de big data, de toute façon, ça va s'équilibrer, et ce qu'il nous faut, c'est la masse, et à partir de là, on pourra le gérer. Bon, avouez que quand on est dans un aspect de médecine individuelle, on a un peu de mal à accepter ça, mais ils n'ont peut-être pas tort sur une vision très globale. Il ne faut peut-être pas les opposer comme je suis un peu en train de bêtement le faire, mais c'est pour être un peu caricatural. Il y a le problème du consentement, je réinsiste là-dessus, qui est à mes yeux à revoir, et le consentement tel qu'on l'a imaginé pour les recherches pendant les 20 dernières années doit être revisité à tout niveau, à tout point de vue. Bon. Et enfin, peut-on coordonner tout ça ? Quelle
quelle est finalement la gouvernance de tout ça? Alors on peut espérer gouverner au niveau recherche, on peut espérer gouverner même au niveau français, mais peut-on espérer gouverner au niveau d'une gouvernance mondiale quand il y a d'énormes machins, comme ce que j'évoquais tout à l'heure entre les grands du net américains, les Chinois qui arrivent, etc. Est-ce que l'OMS joue son rôle vraiment? Je pense que c'est à nous, là maintenant, dans différentes réunions, etc., de reposer ça encore mieux que ça n'a été posé, et de mettre ça sur la table, pour de la même façon qu'à un moment donné, on a, alors que ça paraissait impossible, rompu la notion de propriété intellectuelle sur les médicaments pour le VIH et qu'on a gagné finalement par rapport à la Big Pharma, et bien là, on a en face de nous des géants, mais ce n'est pas parce qu'ils sont géants qu'il ne peut pas y avoir une voix qui s'élève à un moment donné, et une série de voix qui s'élèvent, et qu'on pousse l'OMS à se bouger les fesses dans la nouvelle OMS sur ce sujet-là de gouvernance. Et puis enfin, je voudrais terminer pour vous dire, ne soyons pas naïfs, ne soyez pas naïfs. Hein. C'est un nouveau monde qui est en train d'arriver, et les big pharma, les industriels de santé, les industriels de non-santé ont compris qu'il s'agit là d'un énorme marché qui est en train d'arriver. La big pharma, bon, est devant une impasse actuelle. Elle a une première impasse qu'elle était plus innovante, qu'elle ne créait pas, et vous savez tous l'histoire des biotech qui sont rachetées. Puis maintenant, ils ont une deuxième impasse, et ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est que le coût de ce qu'ils produisent au niveau innovation thérapeutique n'est plus admissible, entre guillemets, par les systèmes de soins, quel que soit le modèle, qu'il soit le modèle français, très public, ou par le système privé des grandes mutuelles américaines, par exemple. Et dans les enquêtes qui sont faites, y compris à visée économique, hein, il y a un très beau rapport qui a été fait par la Banque Lazare sur où va l'industrie pharmaceutique dans les 5 prochaines années. Et la priorité que recommandent des financiers, la Banque Lazare, hein, c'est de dire vous êtes devant un mur sur le coût des médicaments. Hein. Il faut vous bouger, il faut baisser le coût de l'innovation. Hein. Donc la Big Pharma a compris ça, et donc il faut aller trouver un autre marché. Et un marché qui, lui, n'a pas de prix, qui n'a pas de normes, qui est en train de se créer, qui est autour à la fois de la connexion avec les big data et puis, bien sûr, toute la médecine connectée. Et donc, elle est en train de s'engouffrer avec les moyens qui existent pour être présente au rendez-vous. Eh bien, il faut bien sûr qu'il y ait, dans les gouvernances, il faut toujours qu'il y ait du pouvoir et toujours du contre-pouvoir. Eh bien, nous sommes tous responsables, là, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, du contre-pouvoir installé par rapport à ces enjeux qui sont en train de se produire. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Charlotte Lemuel et je suis chercheuse en neurosciences, en doctorat. Et je voulais vous demander si le patient il était vraiment maître de son destin, il ne serait pas malade. Et du coup, qu'est-ce que ça peut vouloir dire la participation et le empowerment dans la médecine, et notamment pour des maladies chroniques? Quand je disais le patient maître de son destin, point d'interrogation. Hein, c'est ce qu'on nous vend un peu hein, pour cette nouvelle médecine du futur. Et j'émets, moi, un certain nombre de doutes là-dessus. Hein. Après, vous êtes jeune et c'est très très bien qu'il y ait un regard nouveau justement dans cette relation. On peut être patient et pas avoir été maître de la survenue de tel ou tel type de maladie. Il peut y avoir, que sais-je, des facteurs génétiques, environnementaux, etc., qui vous ont conduit là. Mais une pathologie étant arrivée, il y a la notion qu'on a tirée des années SIDA est que la maladie n'appartient pas au médecin. Et la maladie, elle appartient au patient lui-même, avec toutes les conséquences très lourdes que ça veut dire. Hein. C'est une vraie vision, en tout cas moi je la partage complètement. Et le médecin est là comme à la fois un technicien, comme un aidant, pas tout seul avec l'équipe soignante, mais fondamentalement sur un certain nombre de grandes décisions. Eh bien, c'est au patient éclairé, c'est au patient citoyen de prendre et d'assumer un certain nombre de choses. Alors vous allez me dire c'est un peu du rêve et que c'est pas possible, que ça va dépendre du niveau intellectuel, etc. C'est faux.
J'ai entendu, j'ai vu écrit, et j'ai évidemment gardé de la part de grandes signatures de santé publique dans le Lancet ou dans le New England dans les années 2002-2003, des choses aussi terribles que pourquoi vous allez dépenser beaucoup d'argent pour les antirétroviraux en Afrique alors que les Africains seront incapables de prendre des médicaments. Il y a 18 millions de personnes qui sont traitées et les résultats des trithérapies en Afrique sont à peu près équivalents à ceux du Nord. Donc je fais fondamentalement confiance sur ces aspects médicaux à l'homme et aux patients.